Alors, c'est vrai que moi je suis un musicien plutôt identifié dans le milieu des musiques expérimentales, musique électroacoustique. Mais en fait, mon premier rapport au son, la musique électroacoustique, c'est quand même une musique qui s'appuie beaucoup sur le son, sur la machine sonore, sur les techniques du son. Et d'abord, je suis moi un technicien son. J'ai d'abord une formation de technicien son. Et puis surtout, mon premier rapport au son. Alors le tout premier rapport au son, je devais avoir 4-5 ans, c'est mon papa qui m'a enregistré avec son magnétophone Revox. Il se trouve que mon papa avait un magnéto Revox, il faisait de l'électronique. Et donc vraiment, je me souviens de mon père en train d'essayer de m'enregistrer et de faire des larcènes un peu involontaires avec son magnéto avec un haut-parleur intégré. Et puis de faire des échos aussi, j'ai vraiment ça en tête. Mais après, l'autre étape assez décisive, c'est mon grand frère, alors que je dois avoir 13 ans, qui me met un casque sur les oreilles et qui pose le diamant de sa belle chaîne hi-fi, il avait une très belle chaîne hi-fi, sur un vinyle et il me lance en fait, il me fait partir dans le monde de Dark Side of the Moon. Voilà, donc j'ai écouté Dark Side of the Moon à 13 ans et vraiment ça m'a marqué, vraiment. C'est une écoute qui m'a profondément marqué. Et en plus je me souviens que ce qui me plaisait, c'était ces intrusions de bruitage, de voix parlées. Et j'aimais ça et j'identifiais ça comme un élément musical de plus. Voilà, donc ça veut dire que cette écoute de Pink Floyd m'a tellement marqué que plus tard, quand j'ai fait de l'électroacoustique, que je faisais des concerts, déjà il y a un truc qui est important, c'est que quand je faisais des concerts, j'utilisais souvent le synthétiseur Minimoog qui est derrière moi, qui date de l'époque où je faisais moi-même de la musique. Et ce synthé, il a beaucoup été utilisé par Pink Floyd. Et donc quand je faisais des concerts, il y avait pas mal de gens qui me disaient, par moment, ça fait un peu penser, on retrouve des sons de Pink Floyd, et pour cause. Voilà, donc ça c'est une première raison qui m'a amené à retourner un peu vers Pink Floyd, c'est quand même un peu mes origines. Après, il y a une chose à laquelle je suis très sensible moi, c'est les querelles de chapelle en musique que je ne comprends pas. Et il y a un peu une tendance... Alors moi, j'ai été soudainement étiqueté musique savante. La musique électroacoustique, c'est une musique savante. Donc je suis directeur d'une compagnie qui fait de la musique savante, sachant que je ne sais pas lire une note de musique, que je ne suis jamais allé dans une école de musique, ça me fait un peu rire. Et puis par ailleurs, il y a, alors pas chez tous, mais il y a eu quand même, c'est en train de se calmer, mais il y a eu beaucoup cette tendance chez les gens de la musique savante à considérer la musique populaire comme étant en dessous, réellement en dessous. Ce qui est évidemment pas mon approche. Donc ce spectacle, c'est aussi pour moi une volonté de réconcilier ces deux mondes auxquels j'appartiens. Moi, j'appartiens vraiment aux deux mondes. Et de proposer un spectacle dans lequel on va évidemment trouver toute la pop, toute la dimension pop de Pink Floyd, mais où on va développer, nous, des longues improvisations, où on est vraiment dans la musique expérimentale, dans la musique que je pratique habituellement. Voilà. Et puis l'autre raison qui m'amène à faire ce spectacle-là, c'est que je me suis rendu compte, en me replongeant dans Dark Side of the Moon, et en regardant les concerts, les images d'archives des concerts des Pink Floyd, que les Pink Floyd ne jouaient pas intégralement Dark Side of the Moon, parce que c'est une œuvre de studio, ça c'est vrai. D'ailleurs, le travail de Alan Parsons, il est très important, leur ingénieur du son. C'est une œuvre de studio qui, en tout cas à l'époque, était quasiment impossible à reproduire sur scène. Or, aujourd'hui, ça me paraît possible. Et donc je me suis dit, bah tiens, voilà, il y a un truc à faire que les Pink Floyd eux-mêmes n'ont jamais fait, donc ça a un intérêt, parce que évidemment qu'on n'est pas un tribute band, hein, c'est pas du tout le projet. Hein. Donc le fait de jouer sur scène une œuvre de studio, aujourd'hui, ça me paraissait intéressant. On n'a pas fait un show à la Pink Floyd, hein. Les lumières n'ont rien à voir avec les lumières des Pink Floyd, on n'a pas de gonflable, on n'a pas de grosses vidéos sur scène, donc c'est pas un show, on est là très concentré sur la musique. Donc, voilà, moi mon premier vœu c'est ça, c'est que les gens entendent la musique. Mais par ailleurs, c'est vrai qu'on a mis en place un dispositif qui est un peu un dispositif de studio en fait. Et c'est vrai que les gens vont découvrir des gestes de studio, des manipulations de studio qu'on fait habituellement en studio. Soit en studio de bruitage, soit en studio électroacoustique, soit en studio pop, hein, il y a aussi des manips qui... Donc c'est vrai qu'il y a un petit côté documentaire certainement. Ouais. Moi quand j'ai démarré ce spectacle, mon idée c'était qu'on entende vraiment le son de cette époque-là. Pour retrouver le son de cette époque-là, il faut jouer avec les instruments de cette époque-là. C'est un peu la même démarche que les baroqueux qui veulent jouer absolument sur des instruments anciens, avec des diapasons anciens. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui ont raison, mais quand vous écoutez de la musique baroque jouer sur instruments anciens, et surtout au diapason de cette époque-là, ça n'a rien à voir avec cette musique jouée sur des instruments d'aujourd'hui. Les deux sont intéressants, mais c'est
très impressionnant de l'entendre vraiment jouer dans les conditions réelles. Donc jouer Dark Side of the Moon aujourd'hui, on pourrait avoir que des synthés numériques, ça serait faisable. Mais si on veut vraiment retrouver le grain du son de l'époque, et surtout le geste instrumental, il faut impérativement les synthés de cette époque-là. Or, Dark Side of the Moon, il est marqué par effectivement deux synthétiseurs, le synthétiseur Minimoog et le Synthi AKS, qui sont des synthétiseurs qui n'ont pas été apportés en studio par les Pink Floyd. Ils étaient là, c'était les synthés de Abbey Road en fait. C'était des synthés qui venaient d'arriver et les Pink Floyd se sont un peu jetés dessus, alors en parfait autodidacte. Et donc ils les ont manipulés un peu au hasard, un peu d'ailleurs comme on peut aborder la musique concrète. Quand on fait de la musique concrète, on ne maîtrise pas tout. On est dans la recherche et puis tout à coup on découvre quelque chose et puis voilà. Et l'avantage du studio, c'est que quand on découvre quelque chose, on peut le mettre sur la bande du studio et puis voilà, c'est gardé. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour les Pink Floyd. Ils ont trouvé tout un tas de trucs en studio et quand il a fallu le refaire sur scène, une fois que le disque était sorti, ils n'y arrivaient pas tout simplement. Et donc ils ont beaucoup utilisé de bandes playback. Nous, le choix de ce spectacle-là, c'est qu'évidemment il n'y a pas de playback. Et effectivement, on retrouve ces synthétiseurs-là. Alors c'est vrai qu'il y a un truc qui est un peu bizarre avec le... Je pense que le regard sur les synthés analogiques, il est faussé par l'approche des musiques électroacoustiques d'aujourd'hui liées à l'informatique. C'est vrai que pour moi, un ordinateur, ça n'est pas un instrument de musique. C'est quelque chose qui peut permettre de faire de la musique, de composer, de générer des sons, de faire de la musique, mais pour moi, ça n'est pas un instrument de musique dans le sens où si vous prenez deux ordinateurs différents avec les mêmes logiciels et les mêmes interfaces, vous allez avoir exactement le même son. Sur scène, on a deux Minimoog, ils n'ont pas le même son. Voilà. Ce sont des instruments de musique. C'est de la lutherie électronique. L'électronique, c'est pas parfait. C'est comme un violon. On ne peut pas faire deux fois le même violon. On ne peut pas faire deux fois le même Minimoog. Donc ce sont des instruments de musique. Ils ont chacun leurs caractéristiques. Et puis par ailleurs, c'est vrai qu'ils permettent un geste instrumental. Quand j'ai monté le projet, il y a plein de gens qui m'ont dit mais des émulations sur ordinateur de Minimoog, il y en a plein. C'est aussi parce que les gens ont le réflexe d'imaginer qu'on va utiliser un synthétiseur comme on utilise un piano. C'est-à-dire qu'on va régler un son et puis après on va jouer sur le clavier. Nous, c'est pas ça qu'on fait. Quand on part en expérimentation, tous ces boutons-là, ce sont nos interfaces de jeu, évidemment. Donc le clavier, c'est juste... Il y a même moi plein d'impros où volontairement je n'utilise pas le clavier. Voilà. Je suis uniquement dans une recherche sur le timbre. Et ça, on ne peut pas le faire sur ordinateur. Donc il faut vraiment les instruments de cette époque-là. Moi, je voulais être quand même assez respectueux pour ce spectacle du disque vinyle. Donc l'idée, c'est qu'on joue les deux faces du disque. C'est un peu une tarte à la crème de le dire, mais c'est ce qu'on appelle un concept album. C'est-à-dire que quand vous démarrez la première face, tout se joue en continuité jusqu'à la fin de la première face. Bon, évidemment, je parle de l'époque du vinyle, mais moi, c'est comme ça que je l'ai découvert. Donc, pour moi, c'était important de respecter ça, les tempos des deux faces. Ce qui veut dire d'ailleurs que le public est d'ailleurs un peu surpris parce que beaucoup de gens croient venir voir un concert. Évidemment que c'est essentiellement un concert, mais pour moi c'est un spectacle. Et en fait, ils n'ont pas le loisir d'applaudir avant la fin de la première phase. Il y en a qui y arrivent quand même, mais en général, ils n'y arrivent pas. Et puis après, j'ai vraiment construit la dimension spectacle en m'appuyant sur la musique. Et il se trouve qu'il y a des interventions de bruitage très régulièrement, et que sur l'album, il y a des petites incursions, alors qui sont très courtes sur l'album, des petites incursions d'improvisation électroacoustique. Donc moi je me suis appuyé sur la construction de l'album et donc à chaque fois qu'il y a besoin d'un bruitage, on fait le bruitage sur scène. Donc déjà ça amène une dimension spectaculaire. Quand il y a un moment où on entend quelqu'un qui court là, sur le morceau On the Run, je cours sur scène. Voilà. On a besoin de réveil de pendules, donc on a des pendules et puis on a trouvé une petite astuce pour développer ce moment des sonneries de pendules. Donc oui, on est 9 sur scène, mais j'avais envie que les gens aient l'image de 4 musiciens, des 4 Pink Floyd en spectacle. Donc le spectacle démarre par une improvisation autour d'un thème qui s'appelle « Saucer Full of Secrets », qui a été créé avant Dark Side of the Moon. Donc on a cette vision de 4 musiciens, et on les entend tels qu'on pouvait les entendre lors de leur tout premier concert, c'est-à-dire que ce premier morceau n'est pas sonorisé. On entend le son de la guitare par son ampli, de l'orgamon par son ampli, la basse, etc. et la batterie acoustique. Voilà, ça ouvre le spectacle. Pour moi, c'est un espèce de sas. Voilà, sas, une image des Pink Floyd en concert, et puis pouf, après on rentre tous sur scène, et là on rentre dans le studio. On va lancer le battement de cœur du début de Dark Side of the Moon, et voilà. Et on part sur cette première face.
On va faire des digressions, c'est-à-dire que le premier morceau qui dure 1 minute 30, je crois, sur le disque, nous on l'étend un petit peu, on rajoute un petit texte de Waters. Quand on va jouer On the Run, c'est pareil, on va un petit peu l'étendre, on va faire des improvisations un peu plus longues. Et puis on va arriver comme ça à la fin de la première face. Entre les deux faces, on fait un nouvel insert. On va jouer une interprétation de One of These Days, qui était aussi sur l'album Medal, qui était avant. Et puis, pouf, on repart avec Monet sur la deuxième phase de Dark Side of the Moon. Et sur cette deuxième phase, c'est la partie où on va le plus s'échapper de l'album. On est assez fidèle sur la première phase. Et sur la deuxième phase, là, on propose vraiment des moments de relecture. On joue les chansons à Monet, on va le faire assez proche de l'original, Sundem, etc. Mais on va avoir des échappées. Par exemple, on ne va pas jouer Any Color You Like comme il est sur l'album. On va nous faire une petite incursion du côté de Icos, une petite citation de Icos qui était également dans Medal. On va développer sur le morceau Brain Damage, on va faire un espèce de tuilage entre la chanson et puis nous, notre approche électroacoustique. Voilà, on a réussi à saisir les gens, à les emmener avec nous, et là on les emmène vraiment sur nos musiques à nous, un peu plus de recherche. Et on termine par une longue improvisation électroacoustique. Voilà, c'est un peu le cheminement du spectacle. Mais ce qui guide, d'une certaine manière, il n'y a pas de mise en scène au sens théâtral du terme. Ce qui a guidé la mise en scène du spectacle, c'est la musique. Le fait de tout jouer en direct. La boucle de On the Run en direct live.